Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on va retrouver Valérie Zago et les terroirs. Magnifiques terroirs de France, mais avec un vrai focus sur un superbe Riesling, le coup de cœur d'Alsace. Julie et Léonie sont chefs à domicile, autrement dit, elles vous régalent dans votre propre salon avec du pain sur la planche. Ce sont ce soir nos invités. Le mois créole bat son plein, il s'invite à Strasbourg, c'est le festival des langues et cultures créoles. Nous recevrons Jean-Gabriel Edmond sur ce plateau. Dans le magazine, en fin d'émission, du logement et de l'habitat, nous verrons les travaux d'embellissement du siège de la CIBAR. Ce sont les employés qui s'y sont affairés. Et bien sûr, comme tous les jeudis, Mathieu Chanvillard et ses Uber, ça sera d'ici un petit quart d'heure. Avant cela, c'est le JT. Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT. La vaccination contre la grippe peut désormais aussi se faire chez votre pharmacien, comme nous le verrons à la Petite Pierre. Comme un avant-goût des municipales, les collégiens de Strasbourg élisaient ce matin leurs représentants au Conseil des jeunes de la ville. Enfin, c'est une petite histoire dans la grande qui est à découvrir à Wörth. Présumée disparue depuis un siècle, la tête de l'empereur Frédéric III a été retrouvée et est désormais exposée. La campagne de vaccination contre la grippe donc a débuté mardi, avant-hier. Un vaccin qui peut être gratuit si vous êtes bénéficiaire d'un bon de la sécurité sociale. Nouveauté cette année, elle peut se faire chez votre pharmacien. Reportage à la Petite Pierre, Adrien Laby. À la Petite Pierre, comme partout en France, c'est parti pour la campagne de vaccination contre la grippe. Cette année, le pharmacien du village est autorisé à administrer les doses à ses clients. Une première pour Claude Winstein, mais sous certaines conditions. Si vous voulez vous faire vacciner par un pharmacien, il y a une condition préalable, c'est d'avoir un bon de vaccination que vous avez reçu de la part de la CPAM de votre région. Les personnes de plus de 65 ans, effectivement, perçoivent le bon automatiquement. Les personnes asthmatiques, les personnes fragiles reçoivent également ce bon de la part de la Sécurité sociale et grâce à ce bon, peuvent se faire vacciner en officine. Pour réaliser la vaccination, le pharmacien a dû aménager une pièce fermée à l'écart de son officine. On y trouve tout le nécessaire, fauteuil, kit de premier secours et compresse. Avant de piquer son premier patient, il a également suivi une formation. On s'était entraîné, alors on ne s'était pas entraîné sur des vrais bras, puisque on n'avait pas de cobayes, mais on s'est entraîné sur des faux bras, ce qu'utilisent aujourd'hui les élèves infirmières, tout simplement pour apprendre à vacciner. Eh bien, nous avions utilisé les mêmes méthodes pour cette vaccination. Plus de la moitié des pharmacies barinoises se sont d'ores et déjà engagées dans cette nouvelle mission. À la Petite Pierre, une dizaine de patients se sont présentés dès le premier jour. Un succès que les pharmaciens ne souhaitent pas faire au détriment des autres professionnels de santé. On n'est pas là du tout pour piquer le boulot aux infirmières, piquer entre guillemets bien évidemment, ni aux médecins, mais vraiment pour augmenter cette couverture vaccinale de cette population cible, cette population fragile qui doit se faire vacciner et qui hésite aujourd'hui par manque de commodité pour pouvoir trouver un autre professionnel de santé. Pour les personnes à risque, disposant d'un bon de la CPAM, la vaccination est gratuite et pourra se faire en pharmacie. Pour les autres, il faudra d'abord prendre rendez-vous chez le médecin et obtenir une prescription. Alors seul un infirmier ou le médecin lui-même pourra vous faire l'injection. La 9e édition de la Coupe du Monde de rugby à 15 se déroule actuellement au Japon et se terminera le 2 novembre. Alors que le ballon ovale fait des millions d'émules de par le monde, un autre sport issu du rugby commence à se démocratiser sur le continent européen. Sans contact et mixte, il sert aussi souvent d'entraînement pour les rugbymen. Rendez-vous sur le terrain de touch de Strasbourg avec Fanny Kunz. Passe en arrière, essai, vous pensez rugby ? Eh bien non, puisqu'il s'agit du touch, un dérivé du rugby. Si dans son pays natal, l'Australie, on comptabilise plus d'1 million de licenciés, en France, le touch se développe peu à peu, avec près de 2000 joueurs inscrits. Depuis 2005, à Strasbourg, on peut le pratiquer au Club des Lions, qui possède au Stade de la Rotonde le seul terrain de touch en France, tracé toute l'année.
C'est du rugby, enfin dans le sens où on a un ballon ovale et qu'on fait des passes en arrière, mais il n'y a pas de plaquage, donc c'est vraiment un rugby sans contact. On va être 6 contre 6, ça va être un jeu d'appui, d'accélération, etc. Et surtout, le touch, c'est un sport qui est mixte, ça veut dire qu'on est autant de filles que de garçons sur le terrain. Comparé au rugby où il y a beaucoup d'arrêts de jeu, des mêlées, etc., nous on n'a pas d'arrêt de jeu. On va être toujours dans l'accélération, à courir et à vouloir marquer des points. Donc c'est vraiment très très rapide, c'est très court, c'est extrêmement intense. 4 lions font partie de l'équipe de France de touch masculine, plus de 45 ans. Ils s'entraînent actuellement pour le championnat d'Europe qui se déroulera en juillet prochain. Après 20 ans de rugby, j'ai commencé à avoir des problèmes de cervicales. Et un ami m'a parlé du touch rugby pour venir essayer avec lui. Et on y prend goût. Alors je venais d'abord en tant que jeu loisir. Puis après, quand on a été compétiteur pendant plus de 20 ans, on se prend au jeu et on revient jouer les championnats, refaire des tournois. Et voilà, ce qui m'a ouvert un peu les portes de l'équipe de France depuis plus de 45 ans. Et les plus jeunes ne sont pas en reste. Depuis un mois, une section Lionceau 8-15 ans a été créée. Et Pablo et Jonas ne se laissent pas décourager. Ce que j'aime, c'est quand on court et tu essayes d'éviter les adversaires pour marquer un essai. Au début, je n'avais pas pensé au rugby. Et du coup, Pablo m'a donné une fiche pour le rugby touch et j'ai voulu essayer, c'est pas mal. Donc je pense que je vais continuer pour l'instant dessus. La jeune école de touch cherche encore des lionceaux pour agrandir son équipe. Rendez-vous samedi 10h au stade de la Rotonde pour les entraînements. C'était il y a 100 ans exactement. Le président Raymond Poincaré ordonnait le démantèlement des monuments à la gloire de l'Allemagne. À Wörth, siège de la bataille de 1870, une statue équestre de 5,50 m de haut, représentant l'empereur prussien Frédéric III, est alors fondue pour en faire des cloches. Alors qu'elle semblait perdue pour toujours, la tête de cette statue est découverte au musée des Invalides à Paris. Et c'est au musée de la bataille de 1870 à Wörth qu'elle finit son mystérieux périple. Fanny Kunz est allée lui rendre visite. J'ai commandé les troupes allemandes lors de la guerre de 1870. Avec mon père, Guillaume II, nous sommes des symboles de la victoire de l'Allemagne sur la France. Décédée après seulement 99 jours de règne, une statue équestre en bronze de 5,50 m a été érigée en ma mémoire à Wörth. Mais après le retour de l'Alsace à la France en 1918, ma statue a été dynamitée sur ordre du président Raymond Poincaré et envoyée dans une fonderie à Strasbourg. Qui suis-je ? Je suis l'empereur Frédéric III. Alors que tous la croyaient disparue à jamais, la tête de cette statue équestre a été retrouvée. Depuis 6 mois, elle trône fièrement parmi des objets de la guerre de 1870 au musée de Wörth. À Paris, lors d'une exposition sur la guerre de 1870 aux Invalides, je découvre avec mon épouse la tête sur un piédestal immense. Sur le moment, c'est pas le choc, mais le doute. Je dis, c'est pas possible, elle n'existe plus. Tout le monde sait que tout a été démonté, que tout a été fondu. Mais non, effectivement, un petit panneau indique bien qu'il s'agit de la tête de Frédéric III, qui avait commandé les troupes allemandes à Wörth le 6 août 1870. Pour nous, ça représente quelque chose qui avait disparu. Ça représente aussi une énigme, puisque aujourd'hui, malgré le nombre de personnes qui connaissent très bien le sujet, on ne sait ni comment, ni pourquoi, ni quand elle est partie de Strasbourg à Paris. Plutôt qu'un musée de la guerre, le musée de la bataille de 1870 se définit comme un musée de la mémoire et de la paix. Pourtant, l'exposition consacrée à la tête du Kaiser Fritz a fait parler d'elle. Pourquoi la tête d'un empereur allemand à Wörth ? Pour certains, ça paraît incompréhensible. Et moi, je trouve que justement, c'est un beau symbole qu'aujourd'hui, on puisse faire ça. Ce n'est pas du tout tabou. Ça montre bien qu'on est dans une période de réconciliation parfaite, puisqu'on peut se permettre ce genre de choses. On essaye de raconter l'histoire de la façon la plus objective possible, mais aussi essayer d'en tirer des leçons. Et parler d'Europe, de paix, de réconciliation, c'est vraiment le message principal de ce musée. Lors du retour du bronze à Wörth, un passionné allemand a retrouvé la fonderie où a été coulée la statue en 1895. Les amis du musée iront la visiter ce lundi. Comme un avant-goût des municipales, les quelques 9000 collégiens de Strasbourg ont jusqu'au 19 octobre pour élire leurs représentants au Conseil des jeunes de la ville. Aujourd'hui, au collège Les Marnésia, c'était l'heure du dernier vote et Cécile Motte y était.
Donc, quand vous viendrez voter, vous ne passerez pas là. Vous récupérez un bulletin de chaque nom, de chaque candidat. Vous récupérez un bulletin de vote de chaque avec une enveloppe. Vous allez dans un isoloir et vous mettez un bulletin parmi les 3 que vous avez pris. On vote pour un représentant. Isoloir, urne, carte électorale, ils n'ont pas encore 18 ans et pourtant ils votent déjà. Mais sur leur bulletin, les noms de leurs camarades candidats au Conseil des jeunes de Strasbourg. Une grande première pour ces 23 collégiens. On avait des petites cabines et on devait prendre une enveloppe et avec une liste. On avait des prénoms, on devait prendre le prénom, mettre dans l'enveloppe et voter. Beaucoup de doutes pour sélectionner un candidat ou la candidate. Bon, chacun ses choix. C'est passionnant de voter. Quand tu as un choix, tu te sens un peu plus responsable de tes actes. Attention. Non. Mais ça. Lorsque le verdict tombe, c'est la surprise, égalité parfaite entre 2 candidats. Le plus jeune, Mathieu, 12 ans, représentera donc sa classe au Conseil des jeunes avec un programme bien chargé. Des ruches et de la végétation sur les toits des bâtiments publics pour l'écologie. Des vacances gratuites pour les jeunes dont les parents ne peuvent pas payer, organisées par la ville de Strasbourg, par exemple. Essayer d'influencer le maire pour le faire revenir sur son arrêté anti-mendicité. J'ai essayé de parler aux personnes et de représenter au mieux les jeunes de la ville de Strasbourg. Dans cet établissement, inscrit en zone d'éducation prioritaire, 30 élèves étaient candidats pour les 11 postes dévolus au collège. Ils ont souvent montré qu'ils sont très créatifs, qu'ils ont beaucoup d'idées. Ils se donnent parfois juste pas les moyens d'aller les défendre et on leur offre ce moyen-là. On ouvre le champ des possibles pour ces jeunes qui se sentent très ancrés dans leur quartier, qui est certes très dynamique avec beaucoup d'initiatives locales, mais il est aussi temps à leur âge de voir qu'ils appartiennent à la ville de Strasbourg et que d'autres choses se passent ailleurs et qu'ils peuvent avoir leur part à jouer aussi dans ces actions-là. Sur les 26 collèges publics et privés de Strasbourg, 21 ont participé cette année au renouvellement du Conseil des jeunes. En tout, 315 candidats se sont déclarés dans les différents établissements. La démocratie et la citoyenneté sont des choses qui doivent d'abord se vivre, pas uniquement s'enseigner. Et donc le fait qu'ils soient obligés de présenter un programme pour être élus, de se confronter à un débat avec leurs camarades et de passer par cette épreuve qui peut être pour eux le vote, c'est important. Ça contribue à ce process et ça fait entrer aussi les symboles démocratiques chez les plus jeunes. Et ensuite, ils seront aussi investis de cette mission de représenter leurs camarades. Je crois qu'il n'y a pas que les adultes qui ont le droit de donner leur avis et leur opinion sur le quartier dans lequel ils vivent. Il est important aussi de prendre celle des enfants et des jeunes. Les représentants élus siégeront au Conseil des jeunes pour un mandat de 2 ans et auront un contact direct avec leurs homologues adultes. Ils aborderont des sujets tels que l'écologie, la pauvreté ou encore l'égalité. Le nouveau conseil sera composé de 145 à 150 élus et ils prendront leurs fonctions le 9 novembre prochain. Et on finit ce journal comme tous les soirs avec l'image du jour, Oliviane. Une initiative qui tombe à pic pour rassurer les consommateurs. L'Association des industries alimentaires proposera pour la première fois, début novembre, des portes ouvertes dans les entreprises de l'alimentation. Découvrez ce que vous mangez. C'est du 7 au 9 novembre, notamment dans 5 entreprises alsaciennes. Beuli, la fabrique à bretzel, les jus de fruits d'Alsace, la maison de la choucroute, Pollemann et les sources de Soulsmat vous attendent. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site découvrezcequevousmangez.fr. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci beaucoup Anna et on accueille le plateau du soir, Mathieu Chanvillard, Valérie Zago, le célèbre apicurien et nos invités Julie et Léonie. Soyez les bienvenus, 2 chefs à domicile sur ce plateau et Jean-Gabriel Edmond. Installez-vous Jean-Gabriel pour le mois créole. C'est le festival des langues et cultures créoles. On va en parler de tout cela dans quelques instants après la météo de Sada. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à tous, c'est un vendredi un petit peu compliqué. Regardez, il va y avoir quelques petites averses du côté de Saverne, un temps très nuageux dans le Haut-Rhin, partout ailleurs, éclaircies et passages nuageux. Les valeurs dans votre matinée, il fera 11 degrés du côté de Saverne, 12 degrés si vous êtes du côté de Wissembourg ou Colmar, 13 degrés ce sera la maximale en Alsace du côté de Strasbourg, Mulhouse et également si vous êtes dans le nord de la Suisse, 14 degrés ce sera la maximale si vous êtes du côté de Fribourg. L'après-midi, eh bien
bien, ça se dégrade avec des averses absolument partout en Alsace et chez nos voisins allemands. Seul le nord de la Suisse sera épargné. Les températures, quant à elles, seront agréables. Il fera 20 degrés, ce sera la maximale si vous êtes dans le nord de la Suisse, 17 degrés dans le nord du Bas-Rhin, partout ailleurs, 18 degrés. Votre samedi, eh bien, sous la pluie avec des valeurs comprises entre 15 et 18 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi, nous célébrons les Lucs. Bonne fête, le soleil se lèvera à 7h52 pour nous dire au revoir à 18h34. Excellent moment à tous et à demain. C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, eau minérale naturelle. Et avec nous ce soir, 2 jeunes chefs à domicile. C'est Julie et Léonie, comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Voilà, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vous avez décidé il y a 4 mois de créer votre petite entreprise. Est-ce qu'elle connaît pas la crise, comme le chantait Bachung ? Comment ça se passe 4 mois après, Julie ? Pour l'instant, très bien. On a eu pas mal d'événements assez différents. Donc autant dans des milieux culturels que sociaux et engagés que pour des particuliers. Donc on est assez contente. Et Léonie, comment est arrivée l'idée de se dire « Allez, Julie, on va monter ensemble une structure pour donner du plaisir aux gens ». Assez naturellement, en fin de compte, on habitait ensemble, on a beaucoup cuisiné pour des amis et puis on a fini par cuisiner pour un événement et les gens nous ont demandé nos cartes de visite en nous demandant « Est-ce que vous avez un restaurant ?» Alors on s'est dit « Bon, il faut qu'on fasse quelque chose » et voilà, on a monté de cette formation, entreprise. qui est chef ? Aucune d'entre nous. Voilà, ça c'est la question Jean-Gabriel qu'il fallait qu'on pose en premier. Alors regardez, on a quelques images lorsque vous cuisinez, lorsque vous êtes chez des gens. Concrètement, comment ça se passe ? Expliquez-nous. On vous appelle, on vous dit tiens, on a envie de cuisiner samedi soir. Est-ce que vous acceptez ? C'est quoi le cahier des charges ? Racontez-nous ça, Julie. Et vraiment, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est que ça soit du sur-mesure. Donc, on veut qu'on nous appelle, qu'on discute avec le client, qu'on sache ce qu'il a envie de manger, s'il a des régimes particuliers. Et vraiment d'être dans quelque chose qu'on construit ensemble, en fait. Et les images qu'on voit, là, vous êtes chez les gens ? Oui, là, on est chez quelqu'un. Et l'idée, c'était vraiment de faire un dîner assez convivial avec des copains, notamment parce qu'ils voulaient quelque chose qui soit assez détendu, plutôt repas du dimanche, où on soit tous ensemble. Et voilà. Et il y a un nombre de personnes, Léonie, minimum ? On commence à 2. Ah ouais, le petit dîner en amoureux. Voilà, et on va... Ça marche pas. Oh si, on commence à 2 parce qu'en général, bizarre, mais pourquoi pas ? Mais bon, 2 chefs pour une personne, ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Et après, on a fait jusqu'à 400 pour le moment, donc... Ah ouais, 400. Donc là, il faut des apports, il faut du monde à vous. Voilà, il faut que on ça embauche, dépote. etc. Mais ça fonctionne. C'est quoi les critères du coup ? C'est les limites que les gens vous fixent, c'est le prix, c'est le type de cuisine. Enfin, on peut partir dans tous les types ou comment ça se passe ? Oui, en fait, on s'adapte vraiment. Ce qu'on ne sait pas faire, on l'apprend. Et pour le reste, on s'adapte vraiment aux clients et donc à peu près tout ce que vous avez envie, sauf les choses trop spéciales. Il y a toujours spéciales. des solutions, que ce soit au niveau budgétaire ou au niveau des envies. Vraiment, on peut toujours... La cuisine, c'est très créatif. Donc on peut toujours trouver un moyen. Alors, il y a des petits menus un peu japonisants, quand même, que vous faites. Donc, prenons cet exemple-là. Ça serait quoi ? Qu'est-ce que vous proposez ? Étant donné un peu nos origines très différentes, moi je viens de La Réunion et mon frère vit au Japon, j'ai pas mal d'influences qui sont asiatiques ou du moins indiennes, réunionnaises. Et Léonie, elle qui est boulangère-pâtissière, est vraiment alsacienne, donc elle a plus un patrimoine français. Et voilà, on s'accorde avec tout ça pour créer une cuisine un peu du monde au final. Voilà, parce que le concept valois, c'est que les gens, quand vous les accueillez, donc vous êtes chez eux, c'est ils t'accueillent chez toi. Tu vois, ah bonjour Mathieu, je t'en prie, installe-toi. Il y a une petite entrée, il y a des petits amuse-bouches au départ, Léonie. Oui, en fait, on s'adapte à chaque fois en fonction des clients, mais souvent on aime bien commencer avec quelque chose de convivial où les gens peuvent commencer à se retrouver chez eux aussi parce que c'est un peu surprenant d'avoir des chefs à la maison. Donc des amuse-bouches et puis après, parfois on a des services très classiques, entrée, plat, dessert ou plusieurs plats proposés qui s'écoulent tout au long du repas pour avoir quelque chose de convivial où on échange un peu vraiment autour de la table, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de manger. Mais ça veut dire que quand les gens sont en train de manger, on imagine Mathieu qui veut faire une grande surprise à sa chère et tendre. Merci. Voilà, ils sont à 2. À Valérie. Donc vous, voilà. Valérie, Zago, à ses côtés. Donc ils sont tous les 2 et vous êtes dans la cuisine. Oui. Si c'est une cuisine ouverte, ils vous voient travailler. Exactement. Donc il faut être discret, comment ça se passe ? Oui, en général, ça se passe assez bien. En fait, il y a un bon rapport entre les clients et nous. Enfin, il y a toujours... C'est pas un rapport client, justement. Mais nous, en fait, souvent, différent. ils nous proposent de boire un verre avec eux. Ils sont très... Au début, c'est un peu surprenant et puis ils s'y habituent. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de plus qui se passe que juste comme quand on va au restaurant. C'est plus détendu parce qu'on est à la maison et c'est très sympa. En fait, c'est toujours quelque chose de
très sympa qui fonctionne à chaque fois en fin de compte. Puis normalement même ils nous oublient, donc c'est vraiment comme à la C'est maison, vrai. ils sont là, ils discutent de leurs trucs. Et... Quand ma femme cuisine, je l'oublie aussi, hein, ça n'a rien à voir. Vous faites uniquement la cuisine ou vous faites le service, vous faites la vaisselle, ça s'arrête où? Alors ça dépend, on fait souvent du service quand même pour que les gens ils soient dans leur dîner et pas vraiment à s'occuper d'autre chose. On nettoie tout évidemment quand on s'en va et après on peut s'occuper de la décoration, de fleurs, de faire une petite attention particulière si c'est demandé. Sauf que quand vous arrivez chez le client, vous ne savez pas de quels ustensiles il dispose. Comment vous faites dans ces cas-là? On essaie de voir avec lui un petit peu en avance si, par exemple, quel genre de plat qu'il utilise, c'est de l'induction ou pas, on a besoin de le savoir. Et après, nous, on s'adapte, on a pas mal de matos qu'on ramène de toute façon. Combien ça coûte? Ça, c'est quand même la question, parce que là, maintenant, vous avez des spectateurs Combien ça qui, qui se disent, tiens, ça m'intéresse, j'ai envie de faire une petite surprise. Comment vous faites votre prix, en fait? Alors ça dépend beaucoup de la prestation, c'est-à-dire du nombre de personnes et du menu qu'on a envie de faire. Évidemment, quand on a du foie gras et du caviar, c'est pas le même prix que quand on a un menu végétarien, ça paraît évident, mais ça fait évoluer quand même pas mal le budget. Et après, nous, il faut qu'on puisse se payer aussi. Donc, quand il y a peu de personnes, disons qu'on ne démarre pas en dessous de 300 € pour se déplacer. Après, tout dépend du nombre de personnes. Évidemment, quand on est 2, du coup, ça fait un dîner un peu plus cher. Quand on est 6, ça devient un peu plus intéressant. Et puis, après, quand il y a plus que 6 personnes, on commence à réfléchir un peu aux tarifs en fonction du nombre de personnes aussi, quoi. Vous avez peu d'expérience, enfin 4 mois de société, hein, puisque là, visiblement, vous avez fait pour 400 personnes, etc. 2-3 anecdotes peut-être, un truc qui a coincé, quelque chose, ou c'est toujours parfait? Là, je vois Julie qui a vu les yeux, qui dit non, je pourrais pas le dire à la télé. Non, pas du tout, mais je repense notamment à cet événement avec 400 personnes. On avait créé des petits stands à tartines. Et en fait, c'était hyper festif parce qu'il y avait des gens partout. Et on avait nos extras qui étaient des gens qu'on connaissait un peu. Et on a vraiment tout donné. C'était un super moment. Enfin, moi, j'ai vraiment un souvenir de quelque chose de très beau à partager avec les autres, quoi. J'ai jamais fait un repas chez des gens en vous disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont lourds, ils sont pas sympas. Non. On donnera pas de nom. Non, hein, franchement, les gens avec qui on était en contact pour le moment étaient tous très sympas. Après, c'est vrai que dans l'autre sens, on arrive à parfois... on doit répondre par la négative dans certains cas parce que c'est trop dernière minute. Il y a aussi des gens qui se rendent pas compte que si on nous appelle 2 jours avant, parfois c'est compliqué, quoi. Et la dernière question, c'est quand vous êtes sur place, si on veut prendre l'apéro à 19h et commencer à manger vers 20h, vous travaillez, vous, en amont chez les gens combien de temps avant? Ça dépend du menu. Mais ça peut aller si c'est très complexe, fin de matinée, à peut-être 3 heures avant. Minimum, c'est 3 heures avant, le minimum. Oui, quand même, il faut le temps qu'on s'installe, qu'on mette tout en place et qu'on cuisine, il faut un peu de temps. Eh ben, vous avez du pain sur la planche, là. Hein. Voilà, c'est le nom de la boîte, hein, tout simplement. Du pain sur la planche. Vous avez même DPSLP, qui est l'Instagram du pain sur la planche, évidemment, et le nouveau site internet dpslp.fr. Vous restez avec nous? Bien sûr. Voilà, vous savez que ce garçon a quelques humeurs. Il s'appelle Mathieu Chanvillard, et le jeudi, faut pas le chercher. Plein de super idées aujourd'hui que je vais partager avec vous. On commence avec une image, c'est la carte du prochain Tour de France qui a été révélée cette semaine. Alors le côté France, on voit bien, il n'y a pas de doute, c'est la France. Par contre le côté Tour, moi c'est pas trop ce que j'avais appris. Hein. Enfin, on a un peu l'impression qu'on a pris la carte, qu'on a tout secoué et que tout est tombé en bas en fait. Bon, c'est en le sud, hein, on dit en géographie. Moi je pensais au début que c'était un peu l'itinéraire du trajet de Xavier Dupont de Ligonnès quand il voulait échapper à la police, qui fait des détours pour échapper à la police écossaise. Mais non, c'est bien la carte du prochain Tour de France qui fait penser d'ailleurs que Lionel, les organisateurs sont montrés très prévoyants par rapport au réchauffement climatique, notamment, il y a ses conséquences. Ouais, mais dans le sud, il va faire chaud, donc ils seront là-bas. Ah ouais, non, mais eux, ils voient beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'eux, ils ont carrément anticipé la fonte des glaciers, vous savez, avec le niveau des océans qui va monter. Regardez la carte, ça se passe uniquement, tout est dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, même un tout petit peu dans les Vosges. C'est sûr, c'est les seuls endroits qui se dépasseront, tout le reste, toutes les plaines seront submergées, on ne pourra pas faire de vélo. Il y a juste l'arrivée qui est à Paris, donc je sais pas, ils termineront en pédalo, ce sera génial. Allez, une autre info, on va dans l'espace, c'est ça ? Ouais, alors on a sur le plateau ce soir un binôme de chefs de cuisine, un binôme féminin. Et la NASA, il y a un autre binôme féminin dont on va beaucoup entendre parler ces prochains jours parce que la NASA a communiqué que lundi prochain, le 21, il y aura pour la première fois de l'histoire spatiale 2 astronautes femmes dans l'espace. Alors dans l'espace au sens où quand on fait une sortie, vous savez, avec les scaphandres et tout. Alors c'est une première sur lundi, ça devait avoir lieu déjà en mars dernier, en début d'année. Mais en fait, il y a eu un petit bug, puisqu'au dernier moment, il y a une des femmes qui n'avait plus rien à se mettre.
Alors moi, Lionel, on connaît bien les histoires de femmes qui on peut pas sortir parce que j'ai plus rien à mettre et tout. Mais là, c'est pas une horrible blague misogyne, c'est vraiment vrai. En mois de mars, une des astronautes avait trop grandi en fait à cause vous savez quand vous êtes en apesanteur dans la station, le corps grandit et du coup le scaphandre ce qui était prévu était trop petit, la taille au-dessus, c'était pas ajusté pour elle et tout. Et donc voilà. Bon, en fait, le vrai progrès, ça sera de toute façon quand on parlera plus du sexe de la personne parce qu'elle fait une mission quelconque. En tout cas, rendez-vous lundi, ça devrait bien se passer cette fois-ci. Voilà, ce sont les femmes qu'on découvrait Tout à fait. à l'instant à l'antenne. Retour sur Terre à présent. Ouais, retour sur Terre, mais dans un pays bien perché que j'adore, c'est la Corée du Nord de mon grand copain Kim Jong-un. Puisqu'on a vu, Kim Jong-un, vous savez, c'est le clown le plus dangereux du monde ou le dictateur le plus rigolo, c'est comme vous voulez, puisque la propagande du régime nord-coréen a posté cette photo, oui, je crains beaucoup. Cette magnifique photo du suprême leader Kim Jong-un chevauchant un cheval blanc sur les pentes enneigées du mont Paektu, qui est un peu le sommet mythique en Corée. Alors nous, ça ne nous a pas impressionné du tout en France, parce que nous aussi, on avait un président sur un cheval blanc. Alors la photo est un peu moins classe, je suis d'accord, et puis sur notre cliché à nous, le cheval est beaucoup plus blanc que le cavalier, mais ça c'est une autre histoire. On va revenir à la photo du Nord-Coréen, qu'on peut même la remontrer, de Kim Jong-un, mon grand copain, parce qu'en fait, c'est un signe, quand le régime communique comme ça, alors le régime nord-coréen, juste parenthèse, c'est toujours du mal quand on parle de régime nord-coréen, c'est comme un pays où les gens meurent de faim depuis à peu près 50 ans, mais bon, enfin voilà, bref. Mais donc quand il poste une photo comme ça, c'est qu'il va y avoir une grande annonce. Alors on ne sait pas encore ce qui va se passer, peut-être que Kim Jong-un va embrasser Donald Trump sur la bouche, peut-être qu'ils vont annoncer la victoire du Racing à Marseille dimanche soir, ou peut-être que la Corée du Nord va déclarer la guerre à la Lorraine. Grand suspense, nous sommes très impatients. Allez, une petite dernière pour la route. Ouais, pour confirmer que même quand il y a des actualités un peu horribles, on peut quand même en sourire. Avec, vous avez peut-être vu ça sur le site des dernières nouvelles d'Alsace aujourd'hui, avec une vingtaine de stèles qui ont été profanées au cimetière Saint-Urbain au petit jour ce matin, des croix renversées, des stèles. On se dit c'est abominable, c'est honteux et ça l'est. Parfois une morale quand même, puisque la police arrive sur place et découvre un jeune homme qui avait le pied coincé sous une stèle qu'il venait donc manifestement de renverser. Comme quoi, alors l'enquête est en cours, présomption d'innocence, tout ça, mais il y a peut-être quand même une justice divine, peut-être. Voilà, si c'est vraiment ça, c'est un con. On peut le dire. Merci deux fois. Merci pour ces informations. Valérie Zago est avec nous. Comment allez-vous, Valérie ? Très bien, Lionel. Vous nous avez ramené des petites pépites. Oui. On va les découvrir dans quelques instants. Jean-Gabriel Edmond, comment ça se passe, ce festival créole? Ça a commencé quand? Ça a commencé le week-end dernier, vendredi dernier. On va tout vous dire parce qu'on a des images, ça va bouger. On va parler de créole, de cette langue magnifique. Vous allez nous dire comment est-ce qu'aujourd'hui on l'enseigne. Et c'est juste après ça. Et Jean-Gabriel Edmond est sur ce plateau. Soyez le bienvenu. Jean-Gabriel, on parle du mois créole. Alors créole, ça s'écrit C-R-E-O-L-E. Et vous l'avez écrit comment? On l'a écrit K-R-E-Y-O-L, qui est l'orthographe en créole, tout simplement. Le vrai créole, ça s'écrit donc exactement, comme ça. Tout à fait. Ça s'invite à Strasbourg, c'est le Festival des langues et cultures créoles. J'ai tendance à dire que si c'est la première édition ici en Alsace, c'est pas une première, c'est à peu près partout en France actuellement. Alors, c'est dans quelques régions en France actuellement. Il faut savoir que le mois créole, c'est un festival qui a été créé pour célébrer la Journée internationale du créole, qui a lieu chaque année le 28 octobre depuis 1983. Et donc, très vite, autour de cette journée-là, sont nés des événements. Alors, dans d'autres pays, notamment au Canada, où on a une forte communauté créolophone avec les Haïtiens. Et puis, petit à petit, c'est arrivé chez nous, en France. Et donc, surtout en région parisienne, où on a beaucoup, notamment d'Antillais. Est-ce qu'on a une forte communauté en France de créoles? Oui. Oui, tout à fait. D'origine caribéenne. Tout à fait. Il y en a beaucoup, notamment en région parisienne. Et sur l'Alsace, par exemple, on a aussi une communauté assez importante. Qu'est-ce que vous attendez, en fait, de ces événements? Alors, on voit ces jeunes femmes qui dansent. Si elles passent là, c'est qu'elles vont jouer avec Jokla. Mais on en parlera dans quelques instants. Qu'est-ce que vous attendez, en fait, de ce festival qui dure quasiment un mois? Alors, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir la langue créole et la culture créole. Donc, pour y arriver, tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire. Ça passe par des tables rondes autour de, par exemple, l'enseignement du créole, comme c'est arrivé vendredi dernier. On a accueilli également une écrivaine, Corinne Mancé-Castia, qui nous a présenté son dernier ouvrage. Et donc, c'était l'occasion aussi de parler de la langue créole. On écrit en créole? On écrit en créole, il y a une orthographe, il y a des dictionnaires en créole, tout à fait. Donc, l'idée, c'est de formaliser un peu cette langue-là. Et le créole est même enseigné au lycée, à l'université, en région parisienne. Alors, on y revient dans un instant parce qu'on a même une bande-annonce. On a quelques belles images. Voilà. Regardez. Pas de...
le maîtriserai pas très bien. Aujourd'hui, les personnes qui parlent la langue créole, on va dire Guadeloupe, Martinique pour le côté antillais, est-ce qu'elles comprennent les personnes qui sont du côté de la Réunion? Pas trop. Ah ouais. Alors il y a des similitudes. Il y a des similitudes, mais on a un peu de mal. Ah ouais, quand même. Et même dans la Caraïbe, par exemple, avec le créole haïtien, c'est quand même assez différent. Pourquoi? Parce qu'il y a des origines en fait assez différentes ou parce que c'était pas forcément enseigné dans les canons classiques C'est justement la question de l'origine en fait, qui est différente. Effectivement, il faut savoir que le créole est né au moment de l'esclavage, lorsque les différentes ethnies africaines sont arrivées dans les différentes colonies antillaises. Et donc ils avaient besoin d'une langue pour communiquer. Ouais. Et forcément, en fonction des territoires, cette langue s'est développée différemment. Mais elle vient de quoi cette langue? J'étais à La Réunion, j'étais Martinique, en Guadeloupe, etc. J'entendais du créole. Je comprenais certains mots, évidemment, qui sont le tronc commun du français. La base du créole, c'est quoi? C'est vraiment un mélange. Le créole, c'est un mélange de différentes langues. Alors, on retrouve dans le créole des mots français, bien entendu. En tout cas, pour les créoles qui sont de base français, mais on a des créoles portugais également qui utilisent des mots portugais, des créoles anglais. Et donc, ça vient de la langue, on va dire, du pays colonisateur, plus différentes influences des pays africains. Donc on a beaucoup de mots qui viennent de dialectes africains dans le créole. Et vous, Jean-Gabriel, si vous parlez avec quelqu'un qui parle le créole d'origine portugaise... je pense que j'aurais du mal, mais par exemple avec le créole d'origine anglaise, on arrive à se comprendre. Par exemple avec les personnes de la Sainte-Lucie ou de la Dominique, on arrive à communiquer. La musique qu'on voit derrière, elle est plus universelle ou il y a aussi des influences et des styles très différents selon les origines? J'ai envie de dire que la musique est quand même assez universelle, même si on l'étend à l'océan Indien avec la Réunion, on retrouve toujours la base commune qui est le tambour, qui vient forcément de l'Afrique. Et autour de ça, c'est développé différents rythmes, différentes sonorités. Mais la base, c'est toujours le tambour avec des rythmes bien particuliers. Alors parmi les artistes attendus à Strasbourg, il y a Djokla, originaire de la Martinique, et il va jouer avec le band qu'on a vu tout à l'heure danser. C'est Carab Vibe, regardez. Pour une raison que m'en peut pas imaginer. Ni des noms qui décident qu'un homme t'es que propriété non pour qui ça. Non, vini vendre non, qu'à acheter non, qu'à bocanter non, qu'on bétail. L'an dépassé, en l'eau sans couler, mais je n'ai pas jamais changé non. Manque à demander respect. Voilà, c'est très sympa, Djokla, que vous verrez durant ce mois consacré aux langues et cultures créoles. C'est une star, Djokla, qu'on entend? Alors oui, c'est quelqu'un qui est très connu déjà localement et également dans les autres régions de France. Il tourne beaucoup, il a tourné aux Antilles notamment. Donc il a sa petite popularité, oui, tout à fait. Voilà, et dernière question, qu'est-ce que vous attendez des gens qui vont venir et de cet événement régional et national? Qu'est-ce que vous en attendez? Déjà qu'ils répondent à l'appel. Il faut savoir, juste pour préciser les prochaines échéances, que par exemple Djokla sera en concert samedi soir à 20h à l'Escale. Le 19. Ouais. Voilà, tout à fait, avec en première partie le groupe dont on a parlé tout à l'heure, Caraïbe Vibe, qui nous fera une petite prestation de danse traditionnelle guadeloupéenne. Et donc déjà, il faut que les gens répondent présents. Donc je lance un grand appel à tout le monde pour venir participer à cet événement. Et puis, c'est, comme je l'ai dit, le créole, c'est de l'échange, c'est du métissage aussi. Donc tout le monde vient avec ses différentes influences. C'est vrai qu'on n'a pas étendu l'événement à la Réunion, à l'océan Indien. Mais les Réunionnais sont les bienvenus. Personne plus que ça. et également, bien sûr, les Alsaciens. Donc, l'idée, c'est de promouvoir la langue, de faire découvrir notre culture. Et on attend vraiment tout le monde
pour participer à cet événement. Eh ben, vous restez avec nous, Jean-Gabriel, ça va se passer, vous avez les infos. Et l'affiche qui s'affiche à l'écran, ne manquez pas cet événement d'importance. Alors tous les jeudis, sur le plateau de 24 heures en Alsace, eh bien, on parle de nos terroirs avec Valérie Zago, épicurien. Au sommaire, direction la Bourgogne pour l'appellation Saint-Aubin, le domaine Vincent Prunier, un petit objet très pratique. Et pour finir, mon coup de cœur en Alsace, un très joli Riesling. Ça, c'est un magnifique sommaire. Et nous partons de suite en Côte-de-Beaune. En Côte-de-Beaune, je vous ai ramené une grande carte. La grande carte de la Côte-de-Beaune pour l'appellation Saint-Aubin. Donc on est au sud de la Côte-de-Beaune, entre Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet. Voici le petit village de Saint-Aubin. Ouais. Voilà. Petit village de Saint-Aubin qui fait partie des 17 communes qui ont son appellation. Donc appellation Saint-Aubin village et Saint-Aubin premier cru. Pas de grand cru sur Saint-Aubin, en rouge et en blanc. Voilà, dans cette région-là, il n'y a que des petites merveilles, on a bien. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de merveilles, effectivement. L'emplacement est dans une combe. C'est quoi une combe? Alors, une combe, on peut traduire ça soit par une petite vallée ou soit par un ravin. La combe va créer un plissement à l'intérieur d'un relief, mais également un microclimat qui va canaliser les vents frais qui viennent des plateaux et donc du coup favoriser la maturité des raisins. À Saint-Aubin, c'est un vignoble qui, en plus, en coteaux, a une excellente exposition, une double exposition, les meilleurs sud-ouest et sud-est. Ça, c'est les images qu'on découvre actuellement. Exactement, de la Bourgogne et des fameux Pinot Noirs. Alors, Saint-Aubin a également une particularité, quelle est-elle? Alors, sur les 160 hectares, il y a 122 hectares qui sont classés en premier cru. Alors, habituellement, vous avez plus de villages que de premier cru. Ça donne déjà la qualité du vignoble. C'est plus un vignoble qui est situé vers la Côte des Blancs, comme on disait, Puligny, Montrachet et Chassagne. Malgré tout, il y a du rouge, peu, 35 hectares, mais 22 hectares sont classés en Saint-Aubin premier cru. Donc ça, c'est une vraie particularité, une rareté également de la Bourgogne. Et autre petite anecdote, sur Saint-Aubin, vous avez le fameux hameau du Gamay. En fait, c'est l'origine du fameux cépage Gamay qui se situe maintenant en Beaujolais, mais à l'origine, c'est un cépage bourguignon qui a été chassé par le duc de Bourgogne pour se retrouver dans le sud, voilà. Il est encore utilisé en Bourgogne sur une appellation qui est l'appellation passe tout grain, passer tous les grains, en association, en assemblage, en cépage, pas en vin fini, de Pinot Noir et de Gamay. Vous avez vu comme elle vous écoute religieusement, Julie et Léonie? C'est impressionnant, hein. Voilà, c'est une vraie culture. Vous aimez le vin, Jean-Gabriel? J'en consomme, oui. Avec modération, c'est évidemment la phrase. J'allais dire je préfère le rhum, forcément. Oui, mais ça c'est culturel peut-être. Oui. Un domaine à nous conseiller sur Saint-Aubin? Alors le domaine, c'est le domaine Vincent Prunier. L'appellation, c'est Saint-Aubin premier cru qui s'appelle les Combes. Justement, on parlait des Combes. C'est un 2016. La robe, elle est rubis d'une belle brillance. Le nez très expressif sur des notes de cassis, de cerise, de réglisse également, légèrement cacaoté, un peu torréfié. En bouche, c'est un vin qui est plein de charme, qui est justement un vin plein, gourmand, sur le fruit. Les tanins sont fondus dans la matière, donc il n'y a pas du tout d'astringence. L'élevage est très bien maîtrisé, donc vous avez vraiment le côté toasté. Très joli potentiel de garde à 15 ans, une longueur en bouche remarquable. C'est vraiment, en plus, un excellent rapport qualité-prix pour le type de vin de Bourgogne que j'ai entre les mains. Voilà, il n'y a que Valérie Zago qui peut dire qu'il y a un petit côté toasté. Voilà, j'entends des expressions absolument délicieuses toujours avec vous. L'objet de la semaine tient dans votre main. Il est tout petit. Hein. Alors, bougez pas qu'on fasse un gros plan dessus. De ce petit objet. Donc, il est en inox brossé. Je donne déjà la matière. Hein, voilà. Pratique, esthétique. Jean-Gabriel? Je pense que c'est un rapport avec le vin. Oui. Ça sert à reboucher des bouteilles? Alors, ça ne rebouche pas les bouteilles. En fait, c'est un bouchon verseur. Il a une petite... à l'intérieur, vous avez un peu de caoutchouc. En fait, il se clipse. Bon, il faut enlever la capsule, évidemment. Hein. Allez-y, allez-y. Pas du tout. Vous n'aurez pas ce plaisir. Voilà. Rapprochez-la. Donc, vous enlevez la capsule, vous débouchez le vin et vous clipsez. Donc après, ça vous permet de servir sans tacher la superbe un peu blanche pendant les fêtes. Le côté plus évasé en haut. Et, ah oui, bien sûr. Il se clipse de cette manière. L'avantage, c'est qu'il s'adapte à tout le type de goulot de bouteille sur des 75 centilitres. Ça se lave très facilement et c'est assez esthétique. Et ça goûte plus. Et ça goûte plus. Oui. C'est le vrai avantage. Julie? Oui, c'est à retenir. Voilà, c'est à Pour nos retenir. clients. Retour en Alsace, c'est un vrai coup de cœur, m'avez-vous dit? Ah oui, tout à fait. Donc là, on est sur un Riesling. On est sur un 2013. Le domaine, c'est Joseph Catin.
Le nom de la cuvée, c'est Pur de Roche, et il porte admirablement bien son nom. Un nez très ouvert sur des fleurs, également des agrumes, des fruits blancs, un peu d'épices, une très belle minéralité. En bouche, c'est un vin qui a énormément de vivacité. C'est un vin qui est pur, qui est droit, une jolie salinité. Un vin remarquable, potentiel de garde incroyable, au moins 30 ans. Très joli. On est dans les très grands vins blancs d'Alsace. Il n'est pas classé Grand Cru, mais c'est une sélection parcellaire. C'est vraiment une jolie pépite pour les amateurs de grand Riesling à avoir en cave. Voilà, et vous savez qu'on parle souvent d'argent. On vous a demandé tout à l'heure, Julie Léonie, combien coûtaient les repas à domicile. Idem pour les vins, pour qu'on ait une approche... Alors, le Savigny-les-Beaunes, on est dans les 22 €, ce qui est un excellent rapport qualité-prix pour un Savigny, pour un Saint-Aubin premier cru, c'était pas un Savigny. Et le Riesling, là, on est dans les 16 €. 16 €. Voilà. Pour un vin qui est un vin de garde. Un vin de garde. Vous avez dit quasiment une trentaine d'années. Oui, une trentaine d'années. Bon, ça dépend des millésimes, mais oui, ce type de vin peut aller jusqu'à 30 ans. On accompagne de quoi ce petit vin blanc? Turbo, sushi, Saint-Pierre. Et avec le Saint-Aubin premier cru, la truffe qui est bientôt de saison, c'est parfait. Voilà. Julie, sushi. Oui, Turbo, ça me parle tout ça. Saint-Pierre, Léonie. Avec plaisir. Voilà. On a donné une recette de sushi il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et ben voilà. Voilà. Un petit plat créole, tiens, avant qu'on se quitte, je vous donne 20 secondes pour me trouver le petit plat créole qui vous fait craquer à chaque fois que votre maman le fait. Ah là, vous avez l'impression. Alors, très très bon et très simple à faire, plat traditionnel, je veux dire le dombré. Ouais. Ce sont des petites boulettes de farine qu'on mélange avec soit des haricots rouges, soit des lentilles. On peut le faire aussi avec des crevettes. Donc, et c'est tout le temps très très bon. Vous êtes de Martinique ou de Guadeloupe? La Martinique. Martinique. C'est quoi ce petit plat alors? Ça s'appelle le dombré. C'est bon ça. Très bon. Ouais, ça a été un plaisir de vous recevoir. Rappelez-nous les dates de ce festival créole, le mois créole, ça se terminera? Alors on a encore un week-end, donc le prochain week-end, samedi, toute l'après-midi, et également le week-end d'après, on a une conférence à la bibliothèque Malraux et également une soirée à Échaud. Et vous avez toutes les infos sur le site internet lemoiscréole.fr. Merci aussi à vous, Julie Léonie. Bonne continuation. Hein. Voilà, 4 mois que du pain sur la planche a été créé, donc bonne route et bonne continuation. Merci. Valérie Zago, toutes les informations, on les retrouve évidemment sur le site Apicurien, tous ces bons conseils, et sur le site Alsace Vin. Merci mon compère, Mathieu Chanvillard. On va peut-être pas aller jusque-là. On a dit qu'on n'en parlait pas. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vous propose de retrouver le magazine du logement et de l'habitat avec nos partenaires de la CIBAR. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 19h. Bonne soirée. Salut. Bonjour à tous, bienvenue sur Alsace 20. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la société immobilière du Bas-Rhin. Aujourd'hui, vous le voyez, on est en automne, il est temps de changer de décor. Et dans ce cadre-là, ce sont les employés de la société immobilière du Bas-Rhin qui vont mettre la main à la pâte. Je vous propose de découvrir notre reportage. Merci d'être venu ce matin pour participer à la plantation des fleurs d'hiver pour notre siège ici. On a eu l'idée de vous réunir pour partager ce moment de convivialité, avoir un échange un peu différent que ce qu'on peut avoir sur notre lieu de travail. Donc, on va simplement démarrer. Émile va vous montrer comment dépoter la fleur, parce qu'on a laissé les pots. Et ensuite, vous tirez délicatement, tout en appuyant comme ça. Là, vous mettez dedans et vous mettez bien de la terre autour. Vous appuyez et vous égalisez un peu et c'est fait. D'accord ? Bonjour Marc. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la CIBAR aujourd'hui pour un atelier de plantation au siège. Vous êtes bienvenue. C'est gentil. Alors c'est une première en fait pour la CIBAR d'organiser en fait ce genre d'action de plantation avec les agents de la CIBAR. Dans ce cadre-là, c'est une première, c'est-à-dire qu'on a fait ce type d'action régulièrement, donc voilà, on réaménage régulièrement. Là au siège, c'est une toute première fois. Pourquoi vous avez décidé de mettre à contribution les agents et le personnel de la CIBAR ? On a sollicité les volontaires pour les faire découvrir un petit peu, disons, le métier de nos agents et de pouvoir partager ce moment avec nos spécialistes, ouais. Donc des échanges de conseils, voilà, des façons de faire pour découvrir ça et retraduire ça chez eux. Parce que là, actuellement, Cédric, en fait, qu'on a déjà interviewé il y a quelques temps, s'occupe des espaces verts et notamment c'était à
Viche ou à Schirmeck? C'était à Viche. C'est ça. Il a l'habitude en fait de s'occuper de tout ça, donc il donne des conseils. On voit Freddy Zimmermann aussi qui est habitué à embellir notamment avec les résidences seniors. C'est convivial en fait ce matin, c'est bon enfant. Il n'y a pas du tout de directive, il n'y a pas du tout d'obligation. Exactement. En fait, un moment de partage. Donc Cédric, qui est un spécialiste, donc voilà, qui était avant de travailler à la CIBAR, qui était auto-entrepreneur et qui faisait de l'aménagement extérieur. Donc dans ce cadre-là, il intervient avec son professionnalisme, au jour le jour pour nos résidents et pour améliorer un petit peu l'attractivité des sites. Ça se passe de la même manière, on va dire, que dans les résidences seniors. Ça va se finir en fait avec un moment très convivial autour d'un petit déjeuner cette fois-ci. Exactement. Donc Freddy Zimmermann qui a organisé la chose. Bien sûr en accord avec notre directeur général qui a évidemment validé ça parce qu'il est très, très demandeur que les gens puissent travailler en collaboration en en fait, équipe. c'est ça. Et donc va agrémenter la fin de l'opération par un moment convivial autour d'un café et de quelques viennoiseries pour que les gens continuent à partager encore ces moments-là. Alors justement tout à l'heure on leur a posé quelques questions à ces agents, à ces employés de la CIBAR qui participent à cet atelier. On les écoute. Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors vous avez participé aujourd'hui à ce projet de réaménagement et d'embellissement en fait du siège de la CIBAR. Pourquoi vous avez décidé de participer ? Moi j'aime bien faire du jardinage, j'aide un peu à la maison aussi. Et c'est aussi pour être un peu ensemble avec tout le monde, un moment de convivialité. On était aussi avec nos supérieurs, nos responsables et aussi avec nos collègues. On était tous ensemble à faire ça, donc c'était cool. Donc ça vous a plu ? Oui. Parfait. Eh ben on vous laisse continuer. Merci. Daniel, aujourd'hui vous avez décidé de participer parce que c'était sur la base du volontariat. Pourquoi vous avez voulu participer à cet atelier ? Eh bien écoutez, je souhaitais participer déjà parce que j'aime bien les fleurs et donc pour la cohésion de groupe, je trouve que c'est sympa de se retrouver hors activité professionnelle pure, quoi. Donc du coup, vous avez pu partager aussi un petit peu, discuter avec les collègues. Ça s'est bien passé en fait ? Tout à fait. Il y en a qui ont appris à planter les fleurs, les bulbes et d'autres qui savaient déjà. Donc voilà, c'était fort sympathique. Et du coup, vous avez appris aux autres, vous saviez faire ou est-ce que vous avez appris vous-même ? Moi, je savais planter les fleurs, mais j'ignorais comment on plante les bulbes. Donc voilà, pour moi aussi, ça a été une bonne expérience. J'ai appris quelque chose ce matin. Super, merci beaucoup. On vous laisse continuer du coup. Merci. Bonne journée Daniel, au revoir. Alors vous avez participé aussi, Marc, on vous a vu tout à l'heure et vous allez y retourner parce que vous n'êtes pas tout seul ici à vous dire allez je me mets les mains dans les poches, vous allez continuer. C'était important pour vous aussi, en tant que on va dire chef de service entretien courant et espace vert, de participer et de ne pas attendre dans les bureaux que ça se passe. Non, tout à fait. Nous, on essaye de se rapprocher le plus possible des gens avec lesquels on travaille tous les jours et donc effectivement de montrer que même nous, en tant que responsables, on est comme eux et on arrive à faire des choses comme eux, de répondre à leurs questions, peut-être même interroger parce que nous aussi, il faut qu'on s'instruise et qu'on sache de quoi on parle. Alors j'imagine que c'est un succès, vous n'allez certainement pas rester juste sur ce premier atelier, je pense qu'il y en aura d'autres certainement. Il y aura probablement d'autres, peut-être pas forcément sur un fleurissement ou sur un aménagement, mais on va essayer au fur et à mesure de notre rapprochement d'intégrer l'ensemble des salariés de façon à pouvoir échanger le plus possible et de se faire rapprocher les équipes. Parfait. Merci beaucoup Marc d'avoir participé à ce reportage. À très bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se revoit jeudi prochain pour un nouveau magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la Société immobilière du Bas-Rhin. Je vous souhaite une excellente soirée. À jeudi. Bonne soirée.